Bonjour à tous et bienvenue dans mon espace très privé. C'est une salle de yoga, de méditation et c'est vrai qu'en général je tourne plutôt côté bibliothèque. Mais aujourd'hui est un jour particulier. Voilà. Je vais quand même vous parler lecture. Hein. On va pas faire de yoga, je vous rassure. Enfin, quoi qu'il y en a peut-être que ça pourrait intéresser. Non, pas du tout. Aujourd'hui, je vais vous présenter le tome 2 du roman de Guy-Roger Duvert, Outsphère. Donc c'est le deuxième opus qui s'intitule Le Réveil. D'ailleurs, je trouve que tout est dans le titre. Très honnêtement, c'est le mot bien choisi. Alors, je vous en avais parlé le début, le premier. J'ai parlé du premier, du premier tome. Ouh là là, ça va être dur. J'ai parlé du premier tome début janvier. Et c'est vrai que c'est un livre, un roman de science-fiction que j'ai vraiment adoré pour son côté très cinématographique. Je m'étais même amusée à aller tourner une vidéo alors qu'il faisait un froid abominable dans des ruines. Ça m'avait fait une bonne journée de marche. Donc lecture, sport, tout, c'était marrant. Bon, aujourd'hui je l'ai pas fait, déjà il est tard et puis voilà. En ce moment mais bientôt par contre vous aurez les chroniques avec les chevaux. Voilà. Allez, vous savez tout. J'ai donc reçu le deuxième opus et je vais vous en parler, mais pour ceux qui souhaitent, c'est vrai que moi je l'ai prise très en retard et tant mieux, je vais vous expliquer pourquoi. Si vous n'avez pas encore lu le premier tome et que vous l'avez dans votre palle, je sais pas si c'est une bonne idée de m'écouter, parce que j'ai vraiment essayé d'élargir ce que j'allais dire plutôt que d'essayer, enfin, sans trop spoiler, mais c'est compliqué quand on parle d'une suite. Il peut y avoir des gaffes, hein, parfois. J'avoue. Et d'ailleurs, je vous mettrai le lien pour que vous soyez pas embêtés vers la chronique du premier volume. En général, mes chroniques rédigées sortent le lundi matin, ça vous le savez. Et j'écris à la main. Ça, je pense que tout le monde est au courant aussi maintenant. J'ai été en train de prendre mon petit déjeuner et j'ai donc lu la dernière page, l'épilogue en fait, et c'est marrant parce que j'étais bien au calme là avec mon chat, c'était plutôt un moment paisible de lecture et de musique, et d'un seul coup je sais pas, il y a eu un truc qui s'est passé, je me suis mise à... Alors autant j'étais... J'avais des tas de sentiments vis-à-vis de l'écriture, j'ai vraiment beaucoup aimé, j'étais dedans, quoi, et
Et puis sur la fin, mais l'épilogue, c'est horrible de faire ça à son lecteur. Alors, surtout quand j'ai vu finalement qu'il y en a qui l'ont lu en 2020, étant donné que le 3 vient de sortir, oh là là, hein, ça a dû les titiller. Mais alors ça c'est pareil, c'est très... Je me souviens avoir vu des films où, enfin, un que j'aime en particulier, où entre le 2 et le 3, ça avait fait exactement la même chose. Vous êtes quasiment dans l'action, et là, bam, et on vous dit, eh ben écoutez les gars, voilà, pour aujourd'hui c'est fini, parce que sinon on avait dépassé le temps, donc salut et à la prochaine. Au revoir. Alors là, c'est la frustration totale, et c'est vrai que j'étais... ouais, je suis restée, mais figée par la frustration. Parce que, en fait, si vous voulez, j'aurais voulu avoir tout de suite le tome 3 sous la main pour l'ouvrir, mais immédiatement. Voilà, qu'il n'y ait pas de pause, pas de... Bon, c'était pas possible, je ne l'avais pas. Pour ceux qui vont se mettre dedans, lisez le tome 1. Si ça vous plaît, prenez les deux autres en même temps. Je vous promets. Vous comprendrez pourquoi une fois que vous les aurez lus. J'ai trouvé que l'auteur a un art particulier pour rendre addictif. Alors ça, c'est assez curieux, parce que justement, on va pas s'étaler sur les détails, mais c'est vrai que je suis ce qu'on appelle une structure très sympa, ça fait très bâtiment, non addictive, hein, c'est-à-dire que toutes les conneries que j'ai pu faire, il n'y en a pas une qui m'a accroché. Et ben là, c'est l'exception qui va confirmer la règle. C'est oui, voilà, oui, Guy Rogier du Vert m'a rendu addict à son univers, parce que pour moi c'est quelque chose de totalement nouveau, et dans ma lecture, je suis une observatrice, et en fait je suis avec tous les personnages dans cet univers, et j'observe, et c'est tellement passionnant, tellement intéressant, que oui, effectivement, c'est assez étrange. Ça fait très physique quantique. mais ça, enfin voilà, il y a un art particulier à créer une addiction de ce genre, parce que c'est pas particulièrement dans la plume. Je saurais pas l'expliquer. C'est vraiment une question d'univers. Alors, de plume, si, ouais, si, parce que c'est une écriture qui favorise vraiment c'est une écriture visuelle. C'est très visuel. Voilà. C'est peut-être même plus cinématographique que littéraire, à la limite. C'est peut-être ça. Donc, l'imaginaire est sollicité tout de suite. Et effectivement, quand on est quelque part et qu'on fait un truc, on n'a pas forcément envie d'arrêter. C'est plus ça. C'est plus une action. Voilà. Et là, et à la fin de ce tome, hein, j'ai été éjectée de ma bulle, là, de manière assez violente finalement, et j'ai pas apprécié du tout. Voilà. C'est pour ça que j'ai enlevé une demi-étoile sur la chronique rédigée.
Si vous posez la question de pourquoi, je le dis. C'est parce que vraiment, ça se fait pas. Voilà. Ou alors, faut pouvoir se jeter immédiatement sur la suite. Maintenant, comme je vous ai, en fait, comme je vous en ai parlé, vous allez pouvoir le faire. Mais c'est vrai que non, j'ai vraiment adoré retrouver les personnages dans cette épopée là. J'étais avec eux, j'étais dedans. C'est de plus en plus intéressant, c'est de plus en plus nouveau, de plus en plus dépaysant. Et puis par contre, et puis l'épilogue en plus laisse présager vraiment un truc totalement inimaginable. Ça reste, ça vous emmène encore dans du nouveau. On va toujours vers du nouveau et sur une multitude de questions. Et là, pam, parce que en fait les dernières pages présentent les autres romans. Hein. Ne présentez pas le 3 qui n'était pas écrit à l'époque. Et puis, je sais pas, j'aurais été... Je parle d'addiction parce que j'aurais été vraiment prête à tout pour rester dans cet univers, pour rester avec les personnages. Et même si je faisais appel à mes super capacités de télékinésie, vous savez, pour que le livre tombe là, comme ça, paf, et se matérialise dans mes mains, j'y suis pas arrivée. Je n'ai pas ce don, et puis tant mieux d'ailleurs parce que j'avais mon petit chat sur les genoux et il se la serait pris un peu pleine poire. Ça aurait pas été agréable. C'est bon, même si c'est pas non plus. Eh ben pour l'instant, Spooky, il est tout petit. Voilà. Bon, maintenant que je vous ai raconté un peu ma vie livresque, on va peut-être parler d'Éden et de ses mystères. Ça vous intéresse ? Je pense que si vous êtes arrivé jusque-là, c'est que vous avez lu le premier, que vous avez l'intention de tous les lire et que vous voulez un avis général, ou que vous me trouvez hyper sympa. C'est possible, hein ? En tout état de cause, je vais pas vous laisser trépigner d'impatience. Moi, c'est vrai que je l'avoue, je vais l'avouer, hein. Autant de toute façon, voilà. Je l'ai acheté, enfin je l'ai commandé le jour même. Et 2 jours après, il était dans ma boîte aux lettres. Donc c'est vous dire, parce que c'est pas tellement mon style, ça. C'est même pour peut-être, c'est pas mon style du tout. C'est très étonnant. C'est pour ça, franchement, Monsieur Divers, si vous regardez cette vidéo, je sais pas si je dois vous féliciter ou je sais pas, hein, mais si un grand bravo parce que c'est vrai que c'est un super roman, mais je plains franchement ceux qui ont attendu la sortie de celui-là. Moi, j'ai pas attendu longtemps, voilà. Mais oui, il y a d'autres addictions que celles qui font la une des magazines de psychologie. Quand j'ai commandé justement le tome 3, je suis allée sur un site marchand, hein, parce que j'avais pas... Je voulais vraiment... C'était vraiment le truc... Je voulais pas acheter, je voulais pas attendre. S'ils avaient pu me l'amener le jour même, j'étais prête... c'est fou.
Je vais faire une auto-analyse, je crois, parce que c'est complètement fou. Mais sur les sites marchands, je tiens à le préciser, parce que ça a son importance. Si vous voulez, je me suis lancée un peu dans la chronique littéraire. C'était pour découvrir des choses, pour me forcer un peu à sortir de ma zone de confort et pour découvrir quelque chose de nouveau. Comme quand on va dans une librairie et qu'il faut qu'on s'oblige à changer de rayon, qu'on va sur un site marchand et qu'on change de thème. Et puis là, par curiosité, j'étais sur la page du 2e tome et j'ai regardé les avis. Et franchement, en plus c'est le premier, le premier qu'on voit. C'est critique de toute façon, c'est hors sujet et c'est vraiment pas constructif. Enfin, ça vous permet pas de réfléchir et de vous faire une opinion personnelle sur si oui ou non vous allez acheter désolé acheter ce bouquin ou pas, quoi. C'est curieux. Alors bon, puis en plus quand on est face à ça, c'est assez sur le coup, j'ai pas tellement eu. Enfin, mon premier réflexe n'a pas été de regarder le reste. C'est ça qui m'a encore plus surpris, c'est que c'est tellement. Alors, je pense que l'auteur sait ce dont je parle, mais c'est vrai que c'est même pas justifié et justement, j'essaye de pas faire languir et de proposer quelque chose d'assez large. Alors j'espère y arriver. Sur ce deuxième volet, c'est vraiment, il se lise à la suite. C'est pas, on peut les lire dans n'importe quel sens. On peut s'amuser. Non, il y a vraiment une évolution dans l'histoire. Donc une série, une saga si ça continue. Ou dans le premier, pour rappel, la Terre la Terre était vraiment mourante, et l'espèce humaine a voyagé dans un vaisseau, l'espèce humaine, disons une partie de l'espèce humaine a voyagé dans un vaisseau parce que ils avaient trouvé une exoplanète qui pouvait éventuellement correspondre à ce que nous sommes en tant qu'êtres humains et nous accueillir pour une colonie. Donc c'était vraiment le tome 1 est une présentation des lieux, une petite présentation, une partie de la présentation des lieux, et on sait aussi qu'il y a eu des avancées sur Terre, puisque il y a d'autres êtres humains qui sont partis bien après, mais comme la technologie, ils ont un vaisseau beaucoup technologiquement plus avancé, ils ont mis moins de temps, parce que les autres ont mis 80 ans pour arriver, et eux arrivent plus tard, et voilà, donc il y a beaucoup de... La présentation, déjà, c'est vraiment un roman qui présente une généralité, et il y a une... moi, j'avais trouvé, et c'est ce qui m'a plu, c'est ce qui m'a beaucoup plu aussi, c'est des paysans au niveau environnement, au niveau, je dirais, interrelations humaines,
on peut avoir un regard extérieur sur quelque chose qui est parfaitement crédible. Et voilà, et c'est ce qui fait que j'ai lu la suite pour savoir un peu ce qui devenait. Voilà, et comment ils allaient se débrouiller pour s'installer sur cette exoplanète. Alors je l'ai dit, la plume de l'auteur a tendance enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je le perçois. Elle me transporte dans quelque chose qui est, dans mon imaginaire, très cinématographique et très précis. C'est particulier. Je suis pas du tout cinéphile en plus, donc c'est particulier parce que je suis transportée quelque part. Voilà. Je sais pas. Je fais partie intégrante, comme si j'étais une figurante. C'est ça qui me plaît énormément. Et puis, il y a bien sûr, l'auteur est avant tout compositeur, il est musicien, et donc il a un environnement musical. Et je lui avais demandé d'ailleurs, parce que j'avais relu un de ses livres avec la musique du film, enfin de ce roman qu'il a porté à l'écran, avec la musique qu'il a composée, et c'est vrai que j'avais pas eu la même lecture. Donc là, j'ai demandé un conseil musical, j'ai adoré, visiblement, pour la lecture musicalement parlant, on doit être sur la même longueur d'onde, sur la même fréquence, et du coup, j'ai lu avec la musique qui tourne en boucle, hein, mais alors moi, ça me dérange absolument pas. Et cet univers autant visuel que musical a fixé les mots quelque part dans ma tête. C'est un peu comme si je l'avais vécu, je pourrais en faire un souvenir. Et c'est curieux parce que c'est assez compliqué à exprimer. Hein, vous trouvez pas? Non, c'est une expérience qui est très particulière et qui a développé, je pense que c'est ça qui développe cette addiction, parce que c'est une visualisation, une immersion tellement fabuleuse que je laisse tourbillonner les images, l'univers musical et que c'est une découverte et que j'aime beaucoup la découverte. Je vais le rapprocher, ça va vous surprendre, je vais le rapprocher à la méditation, qui est quelque chose que je pratique au quotidien, et tout ce qui est exercice de visualisation positive. Et effectivement, si vous connaissez un peu ce type, c'est de la relaxation, hein. Il y a aussi un fond musical. La musique a des fréquences qui agissent, c'est vrai, et qui font qu'on est observateur du moment présent. Donc, en l'occurrence, pour ce genre de méditation, on observe notre propre corps en envoyant un message positif. Et ben, c'est exactement le même effet que cette lecture a sur moi. Alors, si vous avez des questions, faut pas hésiter. Hein? J'essayerai de trouver des mots plus appropriés, et j'avoue que j'en ai pas tellement. C'est vraiment... j'ai pas d'autres références littéraires j'ai vraiment des coups de cœur en lecture, mais c'est pas ce genre de ressenti. Voilà. Hein. C'est donc spécial, et puis c'est se retrouver immergé dans cet univers, dans ce monde que l'auteur a créé, selon l'univers, autant l'humain, bon, mais sinon c'est vrai que c'est de la science-fiction. Si aujourd'hui
je mets la musique. Dès les premières notes, je serai sur Eden. C'est marrant, hein? Voilà. Alors sinon, c'est une méditation avec beaucoup d'action et énormément de rebondissements. C'est l'effet Page-Turner qui vous laisse pas, je crois même encore plus que le premier, parce que le premier avait des temps de réflexion sur l'installation. Là, c'est vrai que tout va très vite. On est embarqué dans une course. Je crois que on n'imagine pas tout ce que Eden peut cacher. C'est une découverte à chaque pas, à chaque déplacement, à chaque voilà. Il s'intitule Le Réveil. Vous allez me demander quel réveil. Ça, je ne vais pas vous répondre parce que il faut le lire et vous verrez à quel point ce mot peut prendre vraiment toute son... à quel point un seul mot peut évoquer 300 pages. Ouais. C'est assez extraordinaire parce que quand j'ai vu Le Réveil, je me suis dit oui, moi c'est la question qu'on se pose, hein. Ah bon, mais oui, mais le réveil de quoi finalement? Mais c'est une réponse qui n'est pas là tout de suite et justement qui se construit au fil des pages et c'est pour ça que la seule réponse que je peux donner, c'est lisez-le. Il faut vraiment imaginer, ouais. Il faut imaginer ce nouveau monde et se poser les questions. Dans la lecture, c'est vrai que il y a quand même beaucoup de sujets. Alors, il y a de l'action, c'est physique et intellectuel. Il y a beaucoup d'actions. Je peux pas en parler, mais sachez-le, il y a énormément d'actions, énormément de rebondissements. Rien n'est acquis. Quand vous tournez la page, c'est pas ce que vous croyez. Enfin, c'est vraiment quelque chose qui vous surprendra toujours, encore, toujours, et qui peut pas vous laisser froid. Ou alors c'est que effectivement, bon, c'est pas votre style et voilà, ça peut arriver. Mais sinon, on a un nouveau monde avec des questions. Alors, je vais parler de mon ressenti, hein. Mais personnellement, c'est vrai que je me demande ce que ferait l'humanité. L'humanité telle que je la vois, là, comme ça, puisque c'est vrai qu'on vit sur on détruit notre habitat et on s'expose... on se met en danger, mais je crois que l'humain est autodestructeur. Mais je me demande quand même, et c'est vrai que c'est ça, c'est cet échantillon d'humanité qui arrive et qui a la vie, l'univers lui offre un nouvel habitat pour qu'il puisse survivre. Et je me demande comment il réagirait. Et à cette question s'ajoute celle de ce qu'on fait aujourd'hui, de ce que l'univers nous a déjà donné. Mais quand vous lirez, la question, elle est pas posée comme ça, hein. C'est pas un bouquin de développement personnel, c'est un roman de science-fiction. Et c'est assez curieux parce que la question, quoi qu'il en soit,
je sais pas, elle se pose d'elle-même, enfin à moi en tout cas, elle s'est imposée, voilà, ça a ouvert ma réflexion personnelle. J'en fais pas partie parce que là ça sort du contexte. Parce que sur Eden, en fait, c'est vrai que chaque personnage doit s'adapter très rapidement, parce que vraiment il y a une énorme diversité dans cet environnement. Et tout peut basculer d'une minute à l'autre, enfin d'une page à l'autre, d'un mot à l'autre du coup, mais c'est comme il y a vraiment une immersion. Ah, mais c'est peut-être ça un jeu vidéo d'ailleurs. Oui, je suis, j'ai jamais, mais c'est peut-être ça l'effet en fin de compte. Donc tout peut basculer, on avance dans un univers. Inconnu totalement. Voilà. Les humains ont débarqué sur une planète qui est quand même déjà habitée. Alors, et ces natifs qu'ils appellent les Édéniens, mais c'est eux qu'on donne, enfin, c'est les humains qui ont donné le nom à cette planète, à cette exoplanète. On ne sait pas. Et c'est ceux qui étaient là donc bien avant l'arrivée de tout ce monde sont, on va dire, pas du tout accueillants. Il faut rester. C'est vrai que il y a un côté où vous n'avez pas le temps. Il faut rester sur. Les personnages sont sur leur garde, sont bien obligés de faire avec tout ce qui peut arriver, et donc d'anticiper, parce que le principe c'est la survie. J'ai parlé de primitifs dans cet univers, pour l'humain qui arrive avec une technologie quand même bien poussée, avancée, avec des scientifiques qui ont du matériel pour pouvoir faire beaucoup et découvrir énormément de choses et de comprendre. C'est vrai que le peuple autochtone semble primitif, mais bon, ils sont très costauds, ils sont forts physiquement, et ils ont la connaissance du terrain. C'est un énorme avantage. Et puis, comme eux, ils vivent là, ils sont en nombre largement supérieur à ce petit groupe d'humains qui vient de débarquer. Et on peut pas faire sans. Et puis d'ailleurs, voilà, c'est qui se pose l'ennemi. Peut-être qu'ils n'ont pas envie qu'on vienne les emmerder sur leur planète. C'est aussi une autre question que vous pourrez vous poser. Enfin, vous aurez la réponse en tournant les pages de toute façon. Mais c'est vrai que je me suis dit que finalement Eden, c'était pas un nom qui correspondait. Enfin, c'est curieux. Non, mais c'est vrai que voilà, oui. Ils n'arrivent pas forcément. Ils sont pas là pour. C'est vraiment une aventure sur tous les niveaux. C'est pas, vous sortez pas de votre vaisseau pour faire un déjeuner sur l'herbe, ce qui est dommage d'ailleurs parce que cette planète, au niveau végétal et ça a l'air, enfin moi ça me plaît bien et mais bon, il faut s'adapter et survivre, et tout observer et être, pouvoir s'adapter tout de suite dès qu'on découvre que quelque chose qu'on a vu a été mal analysé, c'est vraiment, ouais, il faut pouvoir se défendre, il faut faire des choix qui sont bien souvent très difficiles.
c'est quelque chose, c'est une aventure qui vous prend, qui vous embarque, qui vous... Voilà, vous montez dans un truc, vous allez vous courez là, vous vous battez avec là, vous vous planquez. C'est parce que je parlais de méditation, mais c'est une méditation musclée quand même. Il y a oui, il n'y a pas de longueur, hein. Vous n'aurez pas le temps de vous enquiquiner. C'est vrai que au cours de ma lecture, je vois bien que rien ne se passe comme l'humain l'espère. Mais pour moi, il a une responsabilité là-dedans. Mais encore une fois, il se met en danger en voulant peut-être faire les choses. Enfin, c'est vraiment un roman de science-fiction dans le côté dans le côté vaisseau spatial, technologie, planète inconnue. Donc pour beaucoup de choses, bien sûr, c'est de la science-fiction, mais rien ne dit qu'une après tout, il y a peut-être une exoplanète comme ça, quelque part, avec une végétation luxuriante, peuplée par des animaux, qui peuvent être désorganisés et amusants quand on les regarde, mais potentiellement dangereux parce qu'ils n'ont pas envie de vous voir, et que du coup, cette faune qui est étrange, qui est inconnue, on peut pas se reposer sur nos croyances. Et en fait c'est ça, il y a des animaux qui sont démesurément grands sans pour autant être agressifs. On se retrouve avec quelque chose qui nous sort bien de la zone de confort, et je crois que l'humain n'aime pas trop ça. Donc Outsphère est quand même très ouvert. Il y a des scientifiques et il y en a qui prennent vraiment très à cœur tout ce qu'ils peuvent découvrir, et qui trouvent dans la végétation ce qui est comestible, utile à la survie du corps physique humain. Donc on va assister. Voilà, on est immergé, et évidemment on peut pas intervenir, mais on assiste à toutes ces découvertes, même si on assiste aussi à des scènes qui sont extrêmement violentes. Je l'ai dit, c'est pas un déjeuner sur l'herbe. Et ce qui est surprenant ou pas, c'est que dans les civils, et puis bon, le temps a avancé. Je pense aussi que on n'a pas de notion. C'est un roman qui est particulièrement intemporel. Ça en fait tout le mystère. L'ambiance est très mystérieuse. En fait, oui, c'est ça. On vit dans un mystère constant. Et ça, c'est ce qui fait qu'on ne peut pas s'ennuyer. On est fait pour toujours chercher à percer. Il faut le mystère, on n'aime pas. Donc il faut qu'on ait une solution. Alors même si on n'en a pas, on avance, puis on dit ouais, moi j'aurais pas fait comme ça. C'est assez marrant. Parce que donc dans les groupes, c'est des humains. Donc il y en a qui se regroupent et qui se dégroupent. Mais il y en a qui vont envisager des parcelles cultivées, donc c'est-à-dire reproduire en fin de compte ce qu'ils ont fait avant.
cultiver des parcelles sur ce qui a été déterminé comestible. Il y en a même un qui a l'idée de construire un ranch d'élevage. C'est voilà, ça pour l'humain c'est du connu. Donc les Atlantes, si vous vous souvenez du premier volume, les Atlantes et les humains par contre, scientifiquement et militairement, ils sont beaucoup plus unis. Il y a moins de tension entre ces deux populations pourtant terrestres, mais différentes. Et dans les missions, autant dans ce qui est scientifique que dans ce qui est militaire, ils font leur possible pour essayer de reconstituer un peu l'histoire de cette planète par rapport aux découvertes qui sont faites. S'ils découvrent des constructions, ils découvrent... et par rapport aux peuples connus, on les voit pas trop faire ça. Et ils font aussi énormément de recherches et ils essayent de reconstituer l'histoire de cette planète avec ce qu'ils trouvent et de comprendre comment d'autres peuples, parce que d'autres peuples visiblement sont déjà venus sur cette planète. Il y a des vestiges, il y a des tas de choses, mais par contre, qu'est-ce qu'ils sont devenus? Ça, c'est la question. Mais vous aurez aussi la réponse. C'est pas moi qui vais vous la donner, je suis pas là pour ça. Et par contre, c'est vrai que les découvertes sont surprenantes parce qu'ils découvrent dans les vestiges, ils découvrent une technologie encore plus avancée que la leur, alors que déjà, bon, ils sont quand même pas mal équipés, des armes qui sont futuristes, donc les scientifiques font des autopsies pour comprendre, hein, et on a des réponses, mais finalement, enfin, eux aussi, ils ont des réponses, mais ça soulève d'autres questions. La science-fiction, en fait, est pas très loin, au niveau de l'humain, n'est pas très loin de la réalité. Dans ce roman, il y a... En fait, il est assez riche, finalement. Il y a tout cet univers qui est créé. Alors c'est vrai que je n'y pensais plus, mais c'est vrai que l'auteur fait des musiques pour les jeux vidéo, et je crois qu'il est joueur lui-même. Et quand je parle d'immersion dans le livre, je n'ai jamais... j'accroche pas aux jeux vidéo, ça me... Je crois que j'ai testé ça une fois, il y a bien longtemps. C'est quelque chose qui m'agace tout de suite. Mais j'ai quand même l'impression, quand j'entends des gamers en parler, que mon immersion dans cette lecture crée ma réalité virtuelle. Non, alors réalité, ça va pas avec virtuel. Créer mon univers virtuel. Voilà. Mais à travers mon imagination, par contre. Il n'y a rien de préfabriqué. Et je ne peux pas intervenir. Mais c'est un peu ça. Voilà. C'est ce qui fait aussi peut-être ce sentiment bizarre que j'ai. Je vous le dirai peut-être un jour, hein, mais c'est vrai que... Mais... Puis j'en ai parlé avec d'autres personnes, mais qui sont pas allées jusque-là. Alors peut-être que je devrais arrêter de me creuser l'esprit aussi. Mais dans ce livre, il y a quand même une analyse c'est presque une analyse sociologique par moment du comportement humain, justement. Parce que où qu'il soit, c'est ce qu'on nous montre. Il y a ce qu'en tant que lecture, on découvre
dans l'univers, donc dans ce qu'il y a autour, et après dans les interrelations de ces colons, de ces humains. Et moi, j'ai trouvé que ça confirmait les théories de Jean Cotreau, par exemple, sur la répétition des scénarios de vie. Une lecture conseillée aussi. Parce que quand il y a un moment, ça m'a fait rire, mais c'est drôle et pathétique à la fois. Il est question de créer une monnaie. Donc une monnaie sur cette planète, mais une monnaie que pour les humains, hein, pour les échanges, pour la reconnaissance des uns et des autres, genre j'ai travaillé plus que toi, j'ai fourni plus, waouh. C'est une... Alors ça prend pas énormément de place, mais je vous promets que on se demande s'il faut rire ou pleurer, parce que ils vont en faire quoi de leur argent, hein. Ils sont là, ils survivent, ils vont survivre. Donc ils ont tout intérêt à s'entraider et puis c'est tout, quoi, et pas à mesurer qui a fait plus que l'autre. Enfin, surtout pas d'une manière monétaire, je vais dire. À la limite, quand quelqu'un, il y a toujours d'autres moyens, parce que ils vont avoir de l'argent, ok, hein, mais il y a pas de centre commercial, hein, alors bon, mais pour moi, c'est quand même d'une crédibilité exceptionnelle, parce que je suis sûre et certaine que oui, l'humain, dans n'importe quelle condition, est capable de ce genre de choses. Voilà. Parce que c'est en lui. Ils sont dans une situation qui est vraiment inédite. C'est la grande première, il y a beaucoup de choses à voir, il y a beaucoup de choses à faire, il y a tout à construire, tout à refaire, et puis à se remettre en cause quand même, parce que ne pas refaire, enfin quand on vient, enfin quand on a été obligé de se sauver à cause d'erreurs qu'on a commises, on peut poser la question, est-ce qu'on va refaire les mêmes conneries, ou est-ce qu'un jour ou l'autre, ça va... Et là, quand il y a la création de la monnaie, je me dis, bah non, ils vont faire une manif, hein, ils vont partir d'un secteur et puis arriver à un autre en manifestant, voilà, bon, c'est amusant, mais c'est pathétique, parce qu'il y a tellement d'imprévisibles que pendant qu'ils se posent des questions qui sont un petit peu, je sais pas. Pour moi, pendant qu'ils discutent de choses qui ne sont pas de première importance, ben ils se mettent en danger parce qu'ils font plus gaffe à ce qui se passe autour, quoi. Ça reste dangereux. Hein. Pour faire une manif, c'est pas le lieu idéal. Hein. Pour faire de la revendication non plus, quoi. Mais ça rend cette colonisation crédible. Ouais. Parce que l'homme reste l'homme. Et puis, quand on est honnête avec soi, enfin... Si je pense que chaque lecteur peut se retrouver dans l'un des personnages. C'est en général celui qu'on va détester. Mais notre espèce, sous la plume de l'auteur qui est tellement... je sais pas s'il rédige sur des partitions, c'est amusant. C'est vrai que c'est présenté avec finesse, moi je le soupçonne d'avoir un sens aigu de l'observation quand même. Sur ce qui se passe. Le terrien est programmé, il a des besoins, il faut qu'il ait des repères, il faut qu'il reste dans quelque chose de connu. Et j'ai l'impression que plus on avance, plus l'inconnu fait peur. Alors que là,
Moi, la fille bizarre, vous savez, je trouve qu'ils ont de la chance, parce que déjà, ben, ils ont justement une deuxième chance. Et puis, ils peuvent, je sais pas, on peut s'émerveiller. Même dans le danger, on peut s'émerveiller. C'est une renaissance aussi. C'est avoir justement l'occasion de faire autrement. Et c'est triste de voir qu'ils arrivent avec leurs conflits, des conflits humains, vraiment typiquement humains. Et c'est vrai que ce sont ces conflits qui continuent à les mettre en danger, à les détruire, qui vont provoquer ou tout au moins ils vont se retrouver dans des combats dévastateurs qu'une autre attitude aurait évidemment évité. Et du coup, pour moi, c'est vrai que on est responsable de nos échecs, mais je sais pas si tous ces personnages que j'observe, en fait, c'est ça, j'observe, et je me demande s'ils vont comprendre un jour que la survie demande des sacrifices. Alors, est-ce que l'auteur va nous proposer, parce que je voulais savoir ce qui se passait, mais j'ai pas lu le tome 3, est-ce que quelque part il va y avoir une lueur d'espoir? Il y a un personnage dans ce roman que j'ai repéré assez rapidement déjà dans le tome 1, qui fait exception à tout ça, parce qu'il y a toujours une exception qui confirme la règle. Et je trouve que ce personnage, lui, est la petite graine d'espoir. Alors, je vais voir si j'espère le retrouver dans Religion, j'espère voir ce qu'il va devenir, mais en tout cas, c'est surprenant, parce que c'est pas un attachement au personnage, c'est toujours par rapport aux actes. La plume de Guy Roger Duvert, vous savez, c'est pas une plume avec, et le vocabulaire aussi, c'est pas un vocabulaire qu'on emploie d'attachement, c'est pas du tout, on n'est pas du tout dans le sentimental, on est dans l'action, dans les faits, c'est très, c'est plus mathématique qu'autre chose. Enfin, c'est pas le bon mot. Et comme c'est un genre, littéraire qui est vraiment à part. Je suis pas sûre qu'on puisse. Faudrait que je demande, tiens. Mais je sais pas trop comment vous parler du style de l'écriture, parce que c'est un style d'écriture que je ne connaissais pas. Voilà. Alors, j'ai une question. Alors, très jolie couverture. Est-ce que vous avez une idée de ce qu'est ce fameux réveil sur la couverture là, écrit ici, le réveil? Si vous avez lu le tome 1, vous pouvez déjà commencer à y réfléchir en attendant de lire le tome 2. En tout cas, je vais m'arrêter là parce que je suis bavarde. Je remercie vraiment sincèrement Guy Roger Duvert parce que c'est un envoi de service presse. Et en plus, je le remercie très sincèrement pour ses conseils musicaux. Mais j'ai aussi autre chose à dire. C'est que je suis là, pour le coup, sortie de ma zone de confort, non pas pour la lecture, mais par le fait que, au départ, ce n'est pas forcément un écrivain, et qu'il a réussi à m'ouvrir l'esprit. Il a réussi à me montrer des choses que je ne voulais pas voir, ou que je ne voulais plus voir. Je vais
Je vais pas changer si vous voulez, c'est pas ça. Mais c'est une question de pas porter de jugement trop hâtif sur tout ce qui est très technologique, très j'ai trouvé dans ces autres écrits, mais bon, je laisse pas des commentaires comme ça. Moi, je préfère m'adresser directement aux concernés. Et c'est vrai que je trouvais que c'était trop, c'était excessif toute cette technologie. Mais finalement, on a eu un petit échange écrit et il m'a fait comprendre que moi je suis dans l'excès inverse et que de toute façon, après ça c'est moi qui le dis, qu'on soit dans un extrême ou qu'on soit dans un autre, de toute façon l'extrême c'est jamais bien bon. Alors, ma vie sauvage me convient très très bien, mais il est vrai que la technologie est utile et il a changé mon regard. Voilà, il a changé mon regard et en changeant mon regard, il y a forcément réflexion derrière hein, qui fait que mes mots aussi sont beaucoup plus mesurés et que je pense d'ailleurs qu'il me rend un grand service hein, parce que en étant plus mesurée, je suis beaucoup plus crédible et bien plus écoutée. Alors franchement, Monsieur Divers, je vous remercie infiniment. J'en parlerai parce que c'est bon, je l'ai acheté là. Hein, c'est pas du tout un service presse. Je vous en parlerai. Je ferai quand même une chronique parce que c'est quelque chose que j'ai découvert et que j'adore. Donc j'en parlerai. Voilà. Avec vous et avec tous ceux qui auront envie d'en discuter avec moi. Parce que bon, je fais un rappel parce que je le mets en général en fin de chronique, en fin de vidéo, surtout sur les vidéos. Je crée actuellement, enfin j'ai commencé en début d'année, mais c'est comme sur Redent, tout n'a pas été tout à fait comme je l'avais prévu. Et du coup bon ça va s'ouvrir avec le temps, mais je crée une association qui existe déjà, mais justement pour pouvoir pour que tout le monde ait accès à la culture, à la lecture. Que tout le monde puisse avoir, je vais faire marrer l'auteur, mais que tout le monde puisse avoir aussi éventuellement une connexion internet. Je leur apporte hein, et je la ramène avec moi, hein, donc c'est quelque chose mais s'ils en ont besoin, comme c'est à travers les chemins, parce que je vis en Haute-Ardèche et que c'est très isolé, je me déplace à cheval. Voilà, donc l'association s'appelle Les Crins du Barde. Et on a lancé une petite cagnotte pour l'achat des livres. Il y a des personnes qui sont jeunes qui veulent acheter les livres parce qu'ils vont les garder, mais il y a aussi des personnes qui sont beaucoup plus âgées et qui ont plutôt tendance à vider chez elles qu'à faire du remplissage et donc on prête des livres. Du coup on en a acheté. On prête ceux qu'on chronique et puis bon, on essaye de faire en sorte aussi d'éditer un magazine trimestriel. Alors c'est quelque chose de très sobre qui sera accessible en ligne pour ceux qui ont internet. Mais bon, je vous l'ai dit, hein, c'est vrai que je suis dans un secteur. Moi, je n'ai pas d'ADSL. Je suis sur j'ai un boîtier 4G. Donc ça m'arrange hein, finalement parce qu'en fait c'est nomade. Je le mets dans son emballage, je le mets dans mes sacoches et je peux le brancher chez tout le monde. Donc finalement ça permet à tout le monde. C'est un netbook que j'ai, donc c'est quelque chose de petit. Ça rentre dans les sacoches des chevaux, c'est nickel et ça me permet de partager tout ça
avec d'autres personnes. Et puis d'apporter aussi un peu d'humanité, un sourire. Mes cheveux sont un peu particuliers. Vous irez lire ça sur le blog si ça vous intéresse. Mes cheveux sont un peu particuliers et ils apportent aussi une présence, ils apportent l'amour et ils apportent la bienveillance et une compagnie pendant le temps où on discute de lecture. Et puis voilà, ensuite je crée des petits groupes avec une tasse de thé, des biscuits, ou pourquoi pas des mini-spectacles. Bon là, j'ai parlé de science-fiction, donc ça correspond pas du tout, mais j'ai des recueils de nouvelles avec des contes, par exemple, qui sont petits et qui peuvent être mis en spectacle. Et voilà, donc tout ce que je peux faire pour essayer de créer un peu du lien et apporter la culture dans ces secteurs qui sont un peu oubliés. Non, qui sont complètement oubliés d'ailleurs. C'est une association, je suis bénévole, tous ceux qui sont avec moi sont bénévoles et on fait juste en sorte de pouvoir subvenir aux frais et aux assurances, parce que mes chevaux sont assurés pour autre chose et la France, merci, il faut que j'ai une autre assurance parce que c'est une autre activité. Bon, voilà, donc c'est la petite cagnotte, elle est faite pour démarrer, parce que ensuite je pense que les choses se feront d'elles-mêmes. Je vais vous souhaiter une très belle semaine, parce que vu la vidéo, vu le temps de vidéo, le temps de chargement va être aussi très intéressant. Bonne semaine et à très bientôt!